Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Une heure de débat, je ne sais pas si vous étiez là hier, mais hier on terminait sur les NFT, le métaverse, le Web3. J'ai dit on en parlera demain, bah voilà, demain c'est aujourd'hui. Ça fait un beau slogan ça. Et donc on va en parler, mais pas seulement. L'actualité politique reste vibrillonnante, enfin politico-économique évidemment, hein. On ne va pas sur des champs qui ne sont pas les nôtres. Je ne voudrais pas faire une fixette autour de Valérie Pécresse, mais enfin quand même, la dérive programmatique est assez spectaculaire. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi au programme? Ah bah oui, communication de crise. D'ailleurs, on a un invité dont c'est le métier, donc ça tombe bien. Voilà, on va pouvoir parler communication de crise. C'est parti, c'est Bismart. Donc, c'est Jean-Christophe Alquier. Alquier Communication, salut Jean-Christophe, qui est le professionnel de la communication de crise. On s'est rencontrés, Jean-Christophe, avec l'affaire Kerviel. Absolument. Ce qui ne nous rajeunit pas. Absolument. Ce qui ne nous rajeunit pas. Tu défendais la Société Générale. Tu défends toujours la Société Générale d'ailleurs? Non, je ne travaille plus pour. Bon, travaille plus pour la Société Générale. François Miquet-Marty, salut François, président de Via Voice. Et Mathieu Collas qui va venir nous rejoindre, je l'espère, régulièrement, Avec Mathieu. plaisir, Stéphane. Voilà, alors entrepreneur, président de StarZ Data, tu travailles dans la data, comme son nom l'indique, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Et puis, tu as été associé chez Deloitte? Absolument. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quand on a été associé chez Deloitte, on est capable de parler de tout. Hein. C'est un peu de noblesse. c'est un peu la définition. Avec des PowerPoint. Ce que nous n'aurons pas ici, mais on est capable de parler de tout. Quelques exigences en termes de compliance. Avec des PowerPoint. Ah oui, et quelques exigences en termes de compliance. Que tu gardes d'ailleurs, Non, ça y est, t'es libre de... avec quoi on va démarrer? François, mais quand tu viens régulièrement, j'ai des questions pour toi. Et notamment, j'entends beaucoup parler d'un vote caché Zemmour. Que dit l'expert des sondages? C'est la question. C'est la question. Non, ça existe ou pas? Alors d'abord, c'est difficile, puisque c'est caché, c'est bien difficile. Par définition, ouais. On parlait d'un vote caché à l'origine pour Jean-Marie Le Pen en 2002. Voilà, bon, là les choses sont un petit peu différentes. C'est lié non pas au fait que l'on cache des choses, mais au fait aussi au mode de recueil de l'information. Oui, c'est ça. Les gens ne déclarent pas spontanément aux sondeurs qu'ils veulent voter Éric Zemmour. Voilà. Alors, et ça me surprend beaucoup pour tout dire. Aujourd'hui, il n'y a pas, pour aller à la réponse, il n'y a pas de raison qui est le fait de cacher quelque chose à un ordinateur, puisque les réponses sont recueillies en ligne de manière ensuite anonymisée, etc. Donc l'idée de cacher En revanche, ce qui peut se produire, ce sont des gens qui hésitent, qui réfléchissent et qui, au dernier moment, on sait que notamment sur des votes extrémistes, on a des décisions de choix qui se font à la fin de la campagne électorale. Donc ça, c'est possible. Aujourd'hui, l'idée de cacher quoi que ce soit, lorsque l'ensemble des sujets... c'était vrai autrefois, si on peut dire, quand on avait des enquêtes en face à face, voire par téléphone, parce qu'il est difficile de dire à une personne en chair et en os, j'ai l'intention de voter pour Jean-Marie Le Pen. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins vrai. Les raisons, au fond, de masquer quelque chose sont beaucoup moins prégnantes qu'elles ne pouvaient l'être par le passé. Okay. En revanche, non, ce qui est certain, c'est que Éric Zemmour est le candidat, enfin fait partie des candidats sur lesquels les intentions de vote sont les moins cristallisées. En réalité, sur Jean-Marie Le Pen et sur Emmanuel Macron, les électorats sont très sûrs de leur choix. Sur Marine Le Pen. C'est le syndrome Taubira, on va dire. Voilà, là, tu vois, sur 2002. Sur Jean-Marie Le Pen. Voilà, sur Marine Le Pen et sur Emmanuel Macron, les choses sont cristallisées. Sur Éric Zemmour, c'est beaucoup moins vrai. Donc ça peut beaucoup fluctuer. Voilà, c'est ça. C'est lui, en fait, ce dont tu parlais, là, l'extrémiste sur lequel peuvent se reporter un certain nombre de votes dans la toute dernière ligne droite. C'est lui qui tient ce rôle-là avec peut-être Mélenchon à gauche, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, non, ce qui est très frappant sur Éric Zemmour, c'est qu'il parvient... Alors on dit parfois que c'est un candidat d'extrême droite. Bon, mais il parvient à fédérer des personnes de sensibilité très différentes. Il a encore aujourd'hui 20% des personnes qui ont voté pour Marine Le Pen en 2017, mais aussi 20% des électeurs de François Fillon qui envisagent de voter pour lui. Donc il fédère bien au-delà de l'électorat de Marine Le Pen. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? C'est la progression extrêmement forte des gens qui sont sans attache politique, sans proximité partisane. Ça fait plus de 35% des Français aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui viennent parfois de la droite, parfois de la gauche, et qui peuvent aller un petit peu partout. Et comme on a aujourd'hui encore 45% des gens ayant l'intention d'aller voter, qui ne sont pas sûrs de leur choix, ça prouve l'extrême plasticité des gens.
Et au fond, c'est la disparition des couloirs électoraux. Ouais. Si vous aviez autrefois des couloirs électoraux. Aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est un ovni. Et il peut fédérer ou pas des gens très différents. Donc en effet, il fait partie de celles et de ceux qui font l'élection, parce que il peut fédérer ou ne pas fédérer en fonction de la dynamique de campagne, en fonction des éléments de campagne, etc. etc. C'est très, 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 très important. Donc, redonne-moi ton chiffre, 35% des électeurs se déclarent hors parti nulle part. Et peuvent aller de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Si vous observez si ça vous intéresse, l'évolution de ce qu'on appelle techniquement des proximités partisanes depuis les 15 dernières années, de manière très continue, c'est pas uniquement lié à ces dernières années, mais de manière très continue, la proportion de Français qui ne s'identifient à aucune sensibilité politique a considérablement explosé. Donc aujourd'hui, on est sur une patinoire. D'où probablement la candidature Macron à l'époque, elle répond en partie à ça. Quand vous avez des gens qui disent, moi je suis ni de gauche ni de droite, on peut fédérer des gens. Vous avez des gens qui disent, oh oui, est-ce que je suis de droite, d'extrême droite, etc. On peut fédérer des gens. Mais ça, c'est une patinoire électorale, c'est-à-dire que on a. Non, c'est clair. Voilà, merci beaucoup. J'allais développer j'avais 1 heure de développement, mais sur le concept de patinoire, tu veux dire électoral, ça s'entend. Moi, je ne crois pas aux réserves de vote honteux, Éric. Oui, voilà, c'est ça. Pour plein de raisons. D'abord, le surmoi en matière de déclaration ou de déclaratif politique, ça fait longtemps qu'il a explosé avec les réseaux sociaux. On lit allègrement des prises de position sur les réseaux sociaux très marquées. Anonyme. Oui ou pas. Ou pas, c'est vrai, mais quand même largement anonyme. En revanche, ce que vient de décrire François est beaucoup plus, à mon avis, déterminant. Et c'est un mouvement que les politistes observent depuis une trentaine d'années, on va dire, dans les démocraties modernes. C'est ce qu'ils appellent le désalignement, c'est-à-dire, effectivement, quand on interroge les gens, ils n'ont pas d'appartenance partisane, de proximité déclarée avec des lignes politiques. Et cette atomisation de l'électorat, la fin des grands déterminants du vote aussi. La fin des grands déterminants du vote, qui pouvaient être la religion, qui pouvait être le fait d'être propriétaire ou locataire. Il y en a de nouveaux. Il y en a de nouveaux. Ce sera d'ailleurs notre émission de jeudi. Sauf qu'ils sont beaucoup plus éclatés. Et un phénomène dont on va reparler, j'imagine, je t'aide mon Stéphane, à propos de la transition sur la campagne électorale, qui est la fragmentation absolue de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à gauche, on est à 3, 4, 5 candidats. À droite, on est à 3, 4, 5 candidats. Tu ajoutes tous les petits partis, on est dans des démocraties. Heureusement, le système électoral de la Ve République pour la présidence de la République permet de resserrer le spectre. Mais on est dans une fragmentation absolue. Au fond, ce que les politistes disaient il y a une trentaine d'années, c'est qu'on tend vers un vote par problématique. Une problématique ou deux suffisent à un moment donné à créer une offre politique. Et c'est vrai que quand on regarde la question, par exemple, aujourd'hui de l'immigration et de la sécurité, ça a suffi à créer le socle programmatique d'Éric Zemmour. Il suffit de le regarder à la télévision, toutes les problématiques sont ramenées et reviennent à cette question de l'immigration. Attends, je te donne la parole, Mathieu, mais en même temps, si c'est ce que ressentent les gens, c'est-à-dire, alors ça, on en a beaucoup parlé ici, je trouve ça très intéressant, la façon dont Éric Zemmour finalement balaye, c'était devant notre ami Nicolas Dose, dont il balaye d'un revers de main l'idée que son programme économique puisse susciter le moindre intérêt. Non, c'est pas intéressant. Et dit-il, la révolution sera ailleurs. Absolument. Oui, je trouve ça assez légitime finalement. Oui, effectivement, moi, président de la République. Je ne sais pas si c'est légitime. C'est cohérent dans un discours à un moment donné. C'est ce que je dis. Cohérent. Voilà. Cohérent. Mais c'est cohérent. Non, ce qui est légitime, c'est que ça effectivement attire. Ça suffit à attirer un certain nombre de gens qui sont dans le même état d'esprit que lui. Mais pour reprendre ton pitch de cette émission tout à l'heure à propos de la dérive programmatique de Valérie Pécresse. Ah ouais, mais alors on est bien, le contre-exemple. On est bien là sur des points saillants de programme qui sont sur des problématiques qu'on va considérer comme tout à fait marginales. On regarde les problèmes auxquels le pays est confronté. Exactement. Et on mène des campagnes avec une telle fragmentation de l'offre, une telle étroitesse finalement des angles d'entrée des programmes, qu'on finit avec ce que moi je considère cette année comme une non-campagne de présidentielle. Ajoute à cela la vitrification qu'a provoqué la Covid, et on est dans une non-campagne. Le président a bien raison de retarder à la dernière minute sa déclaration de candidature. Mathieu. Oui et non.
Ce que je trouve assez préoccupant, c'est qu'il y a une dérive consumériste en réalité, de manière générale sur les élections, mais encore plus sur les élections présidentielles consuméristes. Pourquoi il suffit de regarder le slogan d'Europe 1 dans la rue, moi ça m'a frappé. On peut vous aider à choisir. En fait, on peut vous aider à choisir comment on choisit. C'est BFM TV. C'est pas Europe 1, c'est BFM TV. BFM TV. Comme quoi, c'est peut-être pas une très bonne campagne de pub. C'est vrai, mais c'est BFM TV. C'est pas génial. Donc mais t'as raison, j'avais pas remarqué. T'as raison, c'est assez dingue. C'est affreux comme message pour les électeurs. Moi, ce qui me préoccupe, c'est quid après Macron, parce que oui, il va être élu. Enfin, tous les sondages le disent, c'est une catastrophe. Alors, on en parlait tout à l'heure. Vous avez donné un nom, mais quand il n'y a pas d'opposition dans un pays, c'est quand même préoccupant. Et là, il a gagné cette élection, la dernière élection, finalement, en anéantissant l'opposition. Moi, ce qui me préoccupe en tant qu'entrepreneur, c'est comment on restaure un vrai paysage électoral dans ce pays qui, comme tu le disais, est totalement fragmenté aujourd'hui. Et il a une responsabilité là-dessus. Qui a responsabilité là-dessus ? Notre président a une responsabilité là-dessus, c'est restaurer une opposition, en tout cas ne pas tout mettre en place pour anéantir l'opposition. Pardon Mathieu, mais si à gauche, la demi-douzaine de gars qui sont là n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un programme commun, c'est quand même pas de la responsabilité du président de la République. Ça le sert même plutôt, on va dire. Oui, bien sûr. Non, mais parce que Mathieu dit en gros il est trop cynique, il fractionne. C'est pas de sa responsabilité. Je pense à la droite. Tu parlais. Si Valérie Pécresse, elle est, beaucoup de respect pour Valérie Pécresse, mais elle a été ministre du budget. Bon, je comptais pas en parler là, mais hier soir, elle a lancé cette idée de banque pour les jeunes. Donc, vous avez peut-être vu ça très très rapidement. Cette idée que donc c'est une banque, j'imagine publique, mais on n'a pas trop de détails, qui finance les études et les entrepreneuriats de ceux qui se lancent. Se remboursera ensuite sur le chiffre d'affaires, ce qui est déjà quand même un peu complexe. Nous-mêmes, Bismarck, on a levé de la dette. Enfin, se rembourser sur le chiffre d'affaires, c'est quand même pas évident. Et puis si ça marche pas, tant pis, l'État prendra sa paume. C'est ahurissant quand même. C'est la droite de gouvernement quand même, ça. Tu vois, c'est pas la responsabilité du président de la République. Mais il y a un sujet un peu structurant qui sont le clivage entre les aspirations des personnes qui sont plutôt aisées, qui ont une vision libérale de l'économie et des aspirations plutôt libérales, et puis des personnes plus modestes qui sont loin de cette vision-là. Oui. Et tout tourne autour de ça. Donc il y a un texte, et à la fois Éric Zemmour et Valérie Pécresse, il y a un texte de Marion Maréchal qui date de 2017, une interview dans Valeurs Actuelles, où elle explique ça, elle donne une stratégie pour les années qui viennent. Alors, c'est très intéressant parce qu'il suffit de lire ça pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et elle dit ça explicitement. Le problème de la France, c'est qu'on a des catégories aisées qui aujourd'hui sont plutôt libérales et en groupe qui votent plutôt LR. Puis il y a des catégories modestes qui sont attachées à des valeurs de protection et en gros qui votent plutôt pour Marine Le Pen. Voilà. Donc elle dit qu'il faut absolument fédérer les deux. Et sa réponse dans son texte, c'est exactement ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui. Sa réponse consiste à dire on peut avoir un discours économique libéral, ce que fait Éric Zemmour. De toute façon, pour les catégories plus modestes, ce sont les questions liées à l'immigration qui vont prévaloir et donc le discours libéral peut passer, c'est pas un problème. Voilà. Donc c'est ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui exactement. Pour Valérie Pécresse, elle est confrontée à la même situation, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un discours libéral. Dans l'une de ses dernières interventions, elle disait « Je suis une candidate libérale, 3 points de suspension, et sociale », ajoute-t-elle, mais si elle n'a qu'un discours économique libéral, elle ne fédère que 10, 13, 15% des gens. D'où l'idée d'élargir ça. Donc cette mesure... Non, mais je me permets, elle a dit qu'elle était libérale dirigiste. Hein. Elle l'a dit. Oui, mais c'est exactement la même idée. Libérale dirigiste. Mais parce que on peut l'imaginer, hein, si on essaie de se mettre à sa place 2 minutes, le discours économique libéral ne lui suffit pas à arriver à 20%. Donc elle ajoute des grandes références libérales qui s'évanouissent relativement rapidement, des mesures, en effet, d'aide aux plus jeunes quand ils entrent dans la vie. Je sais pas si vous Parce qu'elle ne peut pas aller sur le terrain de l'immigration et sur le terrain de l'identité nationale, qui est préempté par Alors elle va jusqu'à dire, dans l'une de ses dernières interventions, ne vous inquiétez pas, on va augmenter de 50% le budget de la justice, de 50%. Bon, c'est une candidate libérale, mais qui augmente quand même de 50% les dépenses publiques du budget de la justice. Elle va augmenter aussi la rémunération des enseignants en début de carrière. Mais ça se comprend. Alors, on peut penser ce que l'on veut, chacun a son opinion, mais ça se comprend en termes de conquête électorale, parce qu'il y a cette minorité de gens plutôt aisés qui sont plutôt libéraux, puis il y a tous les autres à convaincre aussi. Sauf qu'elle va faire fuir, je lisais, j'en sais rien, je l'ai lu dans un très bon journal, qu'Éric Woerth était en train de préparer le passage chez Macron avec armes et bagages. C'est-à-dire tous ceux qui savent compter chez LR, tous ceux qui sont un petit peu... Et c'est quand même un socle, quoi, tu vois. La défense des finances publiques chez LR, les gars, ils vont dire, mais... Bien entendu. Halte au feu, quoi.
Tu voulais nous reparler de la baguette de pain, puisqu'on est dans ce climat un peu politique, etc. Et tout. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la baguette de pain, la baguette Leclerc. Là. Donc, tu dis... dis-nous, Mathieu, pourquoi tu veux reparler de la baguette Leclerc? Je trouve ça bien de communiquer, si tu veux, sur ces prix d'appel, sur le soutien à cette catégorie de la population qui n'a plus les moyens de se payer quoi que ce soit et qui doit payer 200 € en plus pour son essence tous les mois. Et c'est bien d'avoir des mesures de soutien et c'est bien que Michel-Édouard Leclerc annonce ça. Néanmoins, moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué dans son discours à Michel-Édouard Leclerc, c'est qu'il dit qu'il contrôle la relation avec les clients et qu'à ce titre, il a un certain nombre de droits en fait, et de prérogatives, si tu veux, par rapport aux agriculteurs. Moi, je pense qu'au contraire, quand on a cette relation avec les consommateurs, on a aussi des responsabilités en tant qu'entreprise. Et je me lasse, en fait, de ce discours des distributeurs, mais pas d'autres. Enfin, c'est aussi dans le transport aérien, typiquement, qui consiste à dire... Les gens sont prêts à l'acheter, donc vendons-le, en fait. Et aujourd'hui, on parlait d'impact ensemble avant l'émission. Les chefs d'entreprise ont une vraie responsabilité là-dessus. Et si tu veux, cette baguette à 29 centimes, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui crèvent la dalle aujourd'hui, pour parler clairement. Par contre, tous les effets derrière que tu vas voir en amont sur la filière agricole, mais ce dont on ne parle pas aussi, c'est sur les conséquences en termes de santé publique. Cette baguette à 29 centimes... Elle a des conséquences sur la santé des gens, ce que tu manges... Ça, je crois pas, Mathieu. Enfin, si. Bon Dieu, ils empoisonnent pas les gens chez Leclerc. Enfin, sérieux. Écoute, il faut parler aux experts en nutrition, en micronutrition. Tout ça a un impact sur la santé des gens. À un moment, c'est bien. Mais c'est pas manger qui a un impact sur la santé des gens, tu comprends? C'est le bien manger, si tu veux. Et aujourd'hui, quand on s'appelle Leclerc et quand on contrôle la relation avec les clients, comme il le dit, on sait plein de choses sur les clients. Moi, je le dis parce que c'est aussi mon modèle. Bah, bien sûr, ouais. C'est exploiter intelligemment les données des clients. Aujourd'hui, on les exploite. Pourquoi? C'est pour bien négocier les prix avec la filière en amont. Ces entreprises-là, elles ont aussi une responsabilité, elles peuvent influer sur les comportements des gens. Et je pense que c'est pas un tabou, on en parle beaucoup en communication institutionnelle. Les McDonald's, etc., nous aidons nos consommateurs à avoir une meilleure vie, à être en meilleure santé, etc. Maintenant, il faut passer aux actes. Et je trouve que ce discours est bien, il y a une prise de conscience autour de l'inflation. Néanmoins, je pense qu'il y a des solutions meilleures à apporter quand on contrôle la relation avec les clients, comme le dit Leclerc. Intéressant. C'était son point de vue, il tenait à en parler, et je trouve ça intéressant. Voilà, on n'est pas obligé non plus de... Deux mots sur Leclerc, et après pour revenir à l'enjeu. Clairement, cette affaire de la baguette, il l'a positionnée dans toutes ses prises de parole au même niveau et avec le même statut que l'essence. Oui. Alors que c'est un outil de trafic de chaland, en quelque sorte, dans ces magasins. Et là où je te rejoins, que ce soit l'essence, que ce soit certaines commodités, allons-y. L'alimentation, ça commence à poser un vrai sujet. Et effectivement, l'enjeu derrière cette baguette à plus de 20 centimes d'euros, un peu plus de 20 centimes d'euros, 29 pour être précis, ça va être la qualité du produit. Clairement, cette espèce de déflation permanente... Non, mais attends. Cette déflation permanente... Elle est à 29 centimes d'euros depuis plus de 6 mois quand même, la baguette. Voilà, c'est quand même un point à noter. Il a juste dit qu'il la bloquait à ce prix-là. Il n'a pas dit qu'il la descendait à ce prix-là. Voilà. Quand on connaît un peu les process de fabrication des produits agroalimentaires, on sait qu'à ce prix-là et à ce tarif-là, il y a des enjeux de qualité qui sont sacrifiés. C'est une évidence. Tout est automatisé, quoi. Voilà. Tout est automatisé. Les produits de base sont peut-être pas traités tout à fait de la même manière. Et donc, moi, je trouve que l'enjeu, c'est effectivement par rapport aux catégories populaires dont on parlait tout à l'heure et qui se sont à la marge, effectivement, commencer à donner à manger à ces catégories populaires une nourriture, une alimentation qui soit en deçà des standards de tout ce que le reste de la société française continue de manger, je pense que ça finit par être et devenir un enjeu politique majeur. C'est mon point de vue. François ? Je ne sais pas. Alors, bien sûr, cette question de la santé est fondamentale. Néanmoins, il y a quelques contrôles sanitaires qui sont réalisés. Oui, vous pensez pas un instant que... En revanche, il peut y avoir des questions financières. Stéphane, aux États-Unis, le niveau d'obésité se constate pour l'essentiel dans les catégories les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent de la merde. C'est vrai.
Soyons clairs. C'est vrai, mais enfin, c'est la quadrature du cercle, ton truc. Oui, c'est la quadrature du cercle. Certes, mais certes, il y a un moment où cette fuite en avant... À ce moment-là, tu subventionnes la bonne baguette. Enfin, ça n'a pas de sens. Écoute, la baguette à 29 centimes, à 50 ou à 1 euro n'a pas un impact majeur sur le budget de ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Eh ben si, et il faut croire que si, tu vois. Sinon, ils font les arbitrages eux-mêmes. Enfin, les gens, ils savent très bien. Je crois que les gens savent très bien que la baguette la moins chère n'est pas la meilleure nutritivement. Je pense que... Pardonne-moi, Non, mais au contraire, non, mais c'est passionnant, hein, parce que c'est un sujet qui est, c'est le point de préoccupation numéro 1 aujourd'hui. On peut parler de tout ce qu'on veut. La question du pouvoir d'achat, et c'est pas de la plaisanterie. On a en effet les produits de l'essence, les produits énergétiques qui augmentent, les matières premières, les aliments, les matières pour les productions d'aliments qui augmentent aussi. Donc il y a un véritable sujet de la vie quotidienne. Michel-Édouard Leclerc est dans son rôle. Ça fait des décennies qu'il a construit son identité. Sur la son défense image, c'est du pas de l'image, son identité sur la lutte pouvoir contre la d'achat. vie chère. Ça commence en 74 avec l'essence. Voilà, tout à fait. Le pain, c'est le premier élément d'alimentation. Donc, il est dans son rôle. Ensuite, en effet, il peut y avoir des disparités de qualité de produit, mais c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire comment faire une bonne qualité de produit pour le plus grand nombre, je trouve que c'est compliqué. Mais c'est un enjeu majeur. Et lui a la possibilité de dire je fais quelque chose. C'est-à-dire là où il y a un discrédit sur beaucoup d'autres acteurs, lui peut dire je fais quelque chose. Non, c'est absolument passionnant. Mais c'est le sujet, à la limite, aujourd'hui de la campagne électorale. C'est comment je me chauffe alors que les prix de marché s'envolent. Bon, l'État dépense 25 milliards pour donner l'impression qu'il contrôle le marché, il ne le contrôle pas. Comment je vais au travail quand l'essence est en train de flamber. Là, l'État n'y arrive pas, heureusement, ils ont rendu les armes là-dessus, parce que bon, voilà. 76, je crois, le premier combat, donc c'était les deux, enfin Michel-Édouard et Édouard Leclerc, allant à Bruxelles d'ailleurs, puisqu'ils avaient eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait on leur avait interdit de vendre l'essence à prix coûtant, et donc c'est le premier combat qu'ils ont porté devant les instances européennes à Bruxelles, pour obtenir le droit de vendre l'essence à prix coûtant. Bon, voilà, c'est le sujet, quoi. Juste, ça n'a rien à voir, mais pour finir le chapitre politique, là aussi, communication de crise, il a l'air de vouloir refuser le débat du premier tour, Macron, il a raison ? Oui, il a raison. Ah oui, il a raison. Oui, il a raison, évidemment. Il a un avantage qui est celui d'être le président en place, de bénéficier d'une certaine manière d'un aura d'image presque implicite, non dit. Donc autant capitaliser, continuer à capitaliser, ne pas descendre dans l'arène de débat avec, par ailleurs, tous ces petits candidats. Ouais. Est-ce que dit Attal en disant chacun va aller chercher son moment de 10 minutes face à Macron, et il se retrouve face à un feu nourri en fait. Absolument, ça va être warolien pour les Éric Zemmour, pour les Jadot, etc., etc. Et évidemment, d'ailleurs, Parlement européen. Oui. L'intervention de Jadot, c'était une scénographie quasi ridicule. Il y avait, même si l'autre était assis, la trace qui restait, c'est qu'il y en avait un qui dominait l'autre sans mot dire et en étant simplement assis en l'écoutant. Donc non, il a parfaitement raison de ne surtout pas participer à ces débats de face à face avec cette ribambelle et cette kyrielle de candidats. D'accord, François ? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, vas-y, on va nourrir le débat. C'est bien. Non, parce que, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a un pays qui est, pour une partie des électeurs, qui est un peu à vif sur ces questions démocratiques et de plus en plus. L'idée d'un pouvoir qui n'a pas à se justifier, qui ne répond pas, qui n'écoute pas, etc. Ensuite, justement, si les autres sont des petits candidats qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas des menaces, il peut y aller. De quoi, s'il est confronté à des gens qui ne sont pas très solides, il peut y aller. Et puis surtout, moi, le dernier argument, c'est cette idée étrange de la continuité du pouvoir, comme si on balayait. Je pense qu'une élection, il faut montrer qu'on a envie, et puis il faut mettre un genou à terre. Les baladures qui considéraient qu'il pouvait être élu. Il n'y a rien de plus énervant pour un électeur de dire ne t'inquiète pas, moi je suis président de la République, je serai président de la République encore après les élections. Pour la petite anecdote, on est entre nous, mais il y a quand même des gens qui écoutent, je crois. J'ai vu quelques macronistes qui disent après les élections, on va faire.
Mais c'est terrible. Après les élections, on va faire. Il y a une élection quand même, voilà. Et donc donner le sentiment. Mathieu nous projetait déjà sur la présidentielle Et donc, 2027. donner le si tu veux, sentiment donc. que les amis, on est en 2022, mais en 2023, on va poursuivre la réforme des retraites. C'est forcément. Il y a quand même une petite élection entre les deux. Mais si vous êtes électeur, mais rien n'est plus énervant que ça. Ah, donc le d'accord. monsieur. Mais parce qu'il va s'en Monsieur. prendre plein la poire pendant une heure et demie, quoi. Mais il s'en prend plein la poire. Enfin, il veut être président de la République ou pas? Il veut s'en prendre. Mais il plein la l'est. poire. Oui, à nouveau, je veux dire. Il va s'en prendre plein la poire. Mais s'il a du talent, il va répondre. C'est pas une question de talent. Quand tu t'en prends plein la poire face à des gars qui, c'est ça le sujet. Tu sais, enfin, moi je le vois en matière. En fait, je le vois, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue que toi. C'est-à-dire que tu vas te retrouver face à un délire démagogique auquel tu ne peux pas répondre. Tu vois. Bah oui. La discussion policée qu'on vient d'avoir là sur la baguette Leclerc, elle peut prendre un tour, mais hystérique. Tout à fait. Et tu n'as pas de réponse. Toi, Emmanuel Macron, tu ne contrôles pas le prix mondial du blé. Moi, je crois que pour dire les choses autrement, rien n'est pire que la situation actuelle où il maintient ses fonctions de président de la République jusqu'au bout et donne le sentiment que l'élection n'a plus qu'à avaliser. S'il est candidat, il est candidat. Et il est candidat comme les autres. Et s'il est candidat, il va faire les débats. François, pardonne-moi. Pardon, c'est je nouveau le débat. Non, mais bien sûr. Mais pardonne-moi, les sondages te donnent totalement tort. Sa courbe est d'une stabilité et d'une intégrité. Mais au contraire, c'est ça qui est trompeur. C'est là-dessus qu'on perd. Alors explique-moi. Balladur, 95, à chaque fois qu'on a des sondages stables à un haut niveau, les gens se disent on a intérêt à maintenir. Mais vous avez intérêt, oui, mais enfin. Juppé. Juppé 2016. Pour parler trivialement, je ne sais pas si on peut parler trivialement sur Bismarck. Une élection, c'est aller draguer les gens. Il faut aller faire du terrain. On a des candidats aujourd'hui, Emmanuel Macron. Non, mais Mitterrand l'a pas fait, Chirac l'a pas fait. Hein. Absolument. Mitterrand, pas de débat de premier tour. Chirac, pas de débat de premier tour. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait la même époque, que ce soit toujours la même stature. Et ils n'ont pas la même stature. Ouais, bon, c'est vrai. Voilà, ce sont... J'ai d'ailleurs découvert ça aujourd'hui, donc je tiens à l'apporter à votre sagacité et à celle de ceux qui nous regardent. Je ne savais pas, j'ai lu ça ce matin dans l'Opinion. Le slogan Génération Mitterrand, puisque Mitterrand en 88, il y a quand même le cancer qui rôde, et donc il est un petit peu hésitant, et en fait il demande à ses publicitaires de faire un slogan réversible. C'est-à-dire qu'avec Génération Mitterrand qui commence, finalement n'importe qui peut se mettre derrière. Il peut disparaître. Il peut calancher. Et il peut y avoir un candidat se revendiquant de la Génération Mitterrand. Il y a des gars qui sont forts quand même. Il était très fort. Mathieu, une idée sur... Je vais te dire... à titre personnel, oui, il a raison. Enfin, de refuser le débat du premier tour, ça c'est une évidence. Hein, pour se donner le maximum de chances pour le second tour, et il en a déjà beaucoup. Maintenant, on a changé d'époque depuis Chirac, Mitterrand et consorts. On est dans un monde où l'information circule, etc., où il y a énormément de choses. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a eu cette tentative d'apporter, une dose de démocratie dans le débat au travers, vous savez, des doléances qu'ils avaient organisées, etc., pour gérer les gilets jaunes, etc. Moi, je trouve que cette posture qui est de refuser le débat du premier tour, elle aura des effets. Après l'élection, ça va alimenter cette posture jupitérienne. Et on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement gilets jaunes beaucoup plus violent à l'issue de l'élection présidentielle. Donc pour l'élection, bon, ça ne va pas lui porter préjudice, mais attention aux effets collatéraux. Tu vois, on est 2-2 là. Ouais. J'étais un peu d'accord avec toi, mais on est je dois avouer qu'ils me font un peu vaciller les deux là. Non, je suis d'accord. On marque une pause et on parle de business. On repart les amis, on repart avec... Alors, là aussi c'est Mathieu qui veut parler de ce qu'il appelle le bullshit des NFT. Et donc, il se trouve qu'hier, Mathieu, Carrefour a publié donc cette vidéo qu'on va voir. Carrefour s'installe donc à acheter un terrain dans le métaverse. Voilà, donc ça c'est le terrain de Carrefour. Alors, dans un métaverse, encore une fois, il faut quand même un tout petit peu l'expliquer encore. Donc ce sont des univers virtuels en 3 dimensions. Celui-là, c'est un des plus célèbres d'ailleurs, c'est celui de Sandbox. Juste, est-ce que tu sais que donc une boîte qui fait de l'université en ligne, de l'enseignement virtuel qui s'appelle Republic Realm, a acheté dans The Sandbox un terrain pour 4,3 millions de dollars.
4,3 millions de dollars. Donc ça une place ça dans le métaverse. On ne sait pas combien Carrefour a payé. Et donc pour Carrefour, pour l'instant, l'idée c'est, on va voir ce qu'on en fait, on ne sait pas encore. A priori, pas vendre. C'est pas l'idée de faire un supermarché, c'est de faire des événements virtuels, c'est pourquoi pas faire des lancements de produits, et puis surtout c'est de voir comment se comportent les clients, c'est de... Oui, c'est un média. Un média, mais enfin tu vois, le prix à 4,3 millions de dollars... Ça fait cher le pixel. C'est-à-dire ils ont dû payer un peu de sous quand même. Alors je sais pas où ils sont dans The Sandbox, parce que tu auras l'équivalent des Champs-Élysées évidemment dans ces grands univers, dans ces grands métaverses, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de se positionner comme ça pour apprendre des utilisateurs, expérimenter, etc. Je pense qu'on en a besoin en France, de ce type de prise de risque. Après, je te rejoins, c'est de la communication, des relations publiques, ça permet de donner une image de modernité à un secteur de la grande distribution qui n'a pas encore conduit sa transformation digitale. Faut se le dire. Enfin, pas en France. Pas en France. Walmart l'a fait. Walmart l'a fait, exactement. C'est une des rares exceptions. Maintenant, sur cette inflation, sur le prix des terrains que tu as dans Sandbox ou autre, si tu veux, moi, je le mets en relation avec une mini-bulle qui est en train d'exploser, mais qui est plus un phénomène d'ajustement, c'est le Bitcoin. On a quand même 1300 milliards de dollars, oui, qui se sont évaporés en quelques jours. Oui. Oui. Enfin, sur le Nasdaq aussi, quoi. Enfin, tu vois, les sous-jacents sont pas les mêmes. Non, on est d'accord. Non, je veux pas qu'on parle fasse un débat sur le Bitcoin, mais la baisse là, elle est quand même très relative. Enfin, sur le Bitcoin. Oui. Je veux dire, bon, ils ont perdu la moitié de leur valeur. J'en sais rien. Moi, tu as des titres sur le Nasdaq qui ont perdu 80-90% de leur valeur. Mais si tu veux, la question, c'est la valeur en fait. Quelle est la valeur de ce terrain? Quelle est la valeur d'une image de Ronaldo que tu achètes et qui est mise aux enchères, etc. En fait, d'un côté, on a des gens qui vont utiliser de petites applications. Aux États-Unis, tu en as une qui est très à la mode, qui s'appelle Robinhood. Oui, bien sûr. Ouais. Qui permet d'acheter de la monnaie virtuelle, etc. Et ceux qui ont été qui permet de faire du trading surtout. Et justement, Robinhood a perdu 80% de sa valeur. Exactement. Donc ça permet de mettre à disposition du plus grand nombre des produits d'investissement, etc. Ça permet aussi d'alimenter ces bulles parce que il y a des requins d'un côté. Beaucoup de VC, 45% aujourd'hui des investissements dans les monnaies virtuelles en fait sont appropriés par des VC. Ça, c'est un des grands changements qu'il y a eu par rapport à la situation il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, on a des réajustements. Maintenant, par rapport à Carrefour, est-ce que c'est un nouveau modèle économique? Est-ce que ça va bouleverser Donc tu penses que tout ça, c'est de la poudre aux yeux? En gros, globalement, tout ce que tu viens de nous décrire, là, Mathieu, toi qui es dans la tech, c'est de la poudre aux yeux. Non, c'est la poudre aux yeux. Et de l'autre côté, tu as des initiatives de fonds, en fait, sur... notamment chez LVMH, qui fait des choses très intéressantes avec la blockchain, qui permet de tracer les produits, par qui ils ont été achetés, etc. Là, on voit mais ils font des NFT aussi. Ils font des NFT, si tu veux. Mais ce sujet des NFT du métaverse, pour moi, ça fait partie des mots-clés, si tu veux, qu'il faut avoir en termes de relations publiques quand on veut donner une image de modernité. Maintenant... Reprenons rendez-vous dans 12 mois. Là, il va y avoir du débat. Là. On parlera de Sigfox et de Quant. Oui, on va en dire un mot de Sigfox et de Quant, mais François est évidemment pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Alors, en partie, non, je trouve, bien entendu, c'est une démarche de communication, de modernisation de l'image, voilà. Ensuite, il faut prendre date. Alors, je crois que les horizons de déploiement réel du métavers, c'est à horizon 5 ans, 10 ans, donc on a le temps de voir venir. Mais en effet, c'est une manière de prendre... Je pense qu'en revanche, il y a un potentiel à terme, pas là maintenant, pas 2022, 2023, 2024, etc. Mais à terme, il y a un potentiel de business absolument gigantesque sur le matériel. Donc, c'est le propre de ces... Ça peut générer des bulles, d'ailleurs, quand on a de l'enthousiasme. Bien sûr, comme ça, collectif. L'innovation est forcément une bulle. L'innovation, des entrepreneurs, des investisseurs, avant l'heure. C'est ça le problème. Un enthousiasme financier trop précoce peut générer quelques déceptions. Voilà. Ensuite, en effet, je pense que c'est prioritairement une démarche aujourd'hui à date de communication. Ça raconte quand même que Carrefour s'inscrit dans la durée et prépare le monde d'après. Je ne sais pas si on peut la revoir, la vidéo. Moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est que c'est quand même très très cheap, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est Atari, là. Tu as raison. Le graphisme est amélioré. Donc, quand tu dis ça va prendre un peu de temps avant progresser, ça va progresser. C'est ça. Je suis surpris du truc. Alors, le graphisme est à pleurer. Bon. Écoute, moi, face à ces sujets-là, j'ai toujours 2 temps. Le premier temps, où je te rejoins,
je me dis, mon Dieu, quel bullshit à nouveau, et on est sur simplement un média, une opération de communication, du ripollinage de modernité, etc., etc. Je travaille pour une star mondiale du foot, qui a été contacté par Sorare pour faire partie de l'écurie, vraiment en guest star absolu dans le système. Et ce footballeur m'a dit, tu comprends quelque chose? Et j'ai tenté de lui expliquer donc, le principe de ces cartes virtuelles de joueurs avec ce marché d'échange, de bourse, etc., etc. Je dois dire que j'ai eu pas mal de difficultés. Ça, c'est le premier temps. Je suis toujours très sceptique. Non, mais parce que c'est simple comme bonjour. Oui, il y a une carte. Je ne sais pas quel est le nom de ce joueur, on ne le connaîtra pas malheureusement. Je ne te le dirai pas. Il y a une carte. Mondiale. Alors tu en fais une, tu en fais 10, tu en fais 100, tu en fais 1000, c'est toi qui choisis. Le cours, évidemment, sera fonction de la rareté de la carte et de ta notoriété. Enfin, c'est du basique, et quoi. Après, pour compléter, je lui dis, écoute, c'est du Panini virtuel. Voilà. Bien sûr. Donc j'étais complet. Premier temps, scepticisme. Et puis, second temps, il y a toujours quelque chose qui se passe qui échappe aux concepteurs, à ceux qui l'utilisent dans les premières années, dans les premières heures, qui est l'utilisateur. Et l'utilisateur, le client, celui qui participe, est souvent bien plus créatif avec la technologie de base et de départ, et va inventer, créer des usages qui sont des usages que les concepteurs de départ n'avaient pas imaginés. Qui aurait imaginé qu'un jour, les smartphones seraient essentiellement utilisés par les 10-20 ans pour des applis de jeu ou des applis de chat? Et uniquement comme ça. Pas comme un téléphone voix, mais comme un téléphone sur lequel on chatte. 20% des gens ne répondent plus au téléphone. Absolument. Voilà. Donc, je me dis que ces univers-là seront demain investis par la créativité des utilisateurs. Donc il faut y être. Et donc il faut y être. Donc quitte à payer, je ne sais pas combien ils ont payé, mais sans doute un petit $1 million dans un coin, tu vois. Donc il faut y être. Donc il faut y être et attendre de voir comment les utilisateurs s'en saisissent. Et à mon sens, ce sont là les vrais critères d'arbitrage, d'investissement supplémentaire ou pas, c'est de voir comment ses propres clients, ses propres utilisateurs réinventent la technologie qu'on vient, l'utilisation de la technologie qu'on vient de leur mettre à disposition. Non, mais François, tu voulais ajouter Non, mais tout à fait. Je pense que c'est très juste. Enfin, si je peux me permettre. Je t'en prie. Je t'en prie. Si je peux me permettre d'être d'accord. Surtout sur ces sujets-là où on a des appétences fortes d'une partie des publics, voilà, qui se disent qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, qui ont envie, une partie des gens qui ont, pas tout le monde, etc., mais une partie des gens qui ont envie de se projeter dans cet univers virtuel, d'y faire quelque chose, de réinventer leur vie, aux gens qui ont envie de réinventer leur vie, leur pratique bien entendu les usages de consommation, d'achat, etc. Donc c'est un magnifique laboratoire. C'est-à-dire, en attendant une rentabilité à venir, en attendant dès aujourd'hui, c'est un magnifique laboratoire d'observation des comportements, des usages, des envies, des pratiques. Mais la révolution, je pense, elle se passe, la révolution des années qui viennent, c'est là qu'elle se... Enfin, notamment, il y en a beaucoup d'autres, bien entendu, mais l'une des révolutions majeures, c'est là qu'elle se passe. Et je pense que c'est un des grands défis qu'on a beaucoup en France, c'est l'ouverture en fait, de cet espace. Pour pas faire en sorte que ce soit un supermarché Carrefour avec des règles bien établies et que ce soit ouvert au maximum d'utilisateurs en fait. Et ça, c'est on a vu pas mal d'entreprises qui se sont lancées comme ça dans le passé, qui ont vu cornaquer. Avec des NFT à 29 centimes. Elle est pas mal. Non mais tu vois, ouvrir cet écosystème à des utilisateurs, à des petites entreprises, parce que je vous rejoins, en fait, on n'a pas encore trouvé le cas d'usage du métaverse. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans les vidéos... Ah bah attends, mais il faut que ça démarre. Il faut que ça démarre. Faut que ça démarre. Tu soulignais la partie éducation, il y a sûrement de très belles choses à faire là-dessus. Donc effectivement, il faut ouvrir. Mais tu sais, le truc quand même, c'est qu'on a, on a de la mémoire et puis on commence à avancer en âge. Et donc, j'en ai déjà vécu une, moi, révolution industrielle. En fait, vraiment aux premières loges, enfin, à la tête d'une chaîne économique, c'était l'iPhone. Et j'ai vraiment le souvenir de gens pour lesquels j'ai une estime énorme, qui étaient dans le secteur, mais qui sont passés au travers, mais de manière... Alors, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, j'en sais rien. D'ailleurs, et tu as raison, tu veux parler de Sigfox, c'est un très bon exemple. Sigfox, moi donc Sigfox, je le dis rapidement parce que il est peut-être aujourd'hui moins connu qu'il ne l'a été à un moment.
Donc Ludovic Lemohan, entrepreneur incroyable, qui veut faire monter le premier réseau pour les objets connectés. Et les objets connectés, il leur faut... Enfin, il y a un élément indispensable, c'est un réseau qui consomme le moins d'énergie possible. L'idée est que dans les objets connectés, on aille le moins souvent possible changer des piles ou les recharger. C'est comme ça qu'ils peuvent être très très utiles. Bon... Vision sans exécution n'est qu'hallucination. En l'occurrence, la vision est sans doute la bonne. L'exécution n'était pas là et donc Sigfox, effectivement, a déposé le bilan. Après, j'en sais rien, enfin, peut-être 10 ans. Hein. Ils ont monté d'ailleurs un début de réseau. Enfin voilà, ça existe. Il y a eu du physique. Ouais. Mais voilà, l'exécution n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dessus ? Il y a ça et puis il y a Quant, qui a une histoire un peu différente parce que Quant, on sent bien que c'était une volonté politique très très forte. Bon, mais en l'occurrence, Quant, l'histoire n'est pas finie. C'est vrai qu'il y a eu une rumeur disant que Quant était à vendre. La rumeur a été démentie. J'ai vu des chiffres, moi, à peu près crédibles qui disent que Quant, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros de dettes accumulées sur un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions. Donc, bon, c'est pas viable, clairement. Et donc, c'était quoi ton point là-dessus, Mathieu ? Il y a 2 points communs sur cette affaire. Je n'aborderai pas le sujet du soutien de la BPI, du rôle des investisseurs. Ah bah oui, soutien public, forcément. Bon, oui. Le premier sujet, c'est que ce sont les utilisateurs, si tu veux, parce que Sigfox, en fait, a toujours un produit qui est génial. C'est vrai que faire venir des utilisateurs et des entreprises tierces pour développer des applications dessus, c'est un vrai challenge et probablement qu'ils n'ont pas eu les moyens de leur ambition, si tu veux, pour développer cet écosystème. Parce que développer un écosystème comme l'a fait Salesforce... Ah bah c'est un réseau même qu'il faut développer. Attends, c'est un réseau, c'est encore plus dur. Oui, mais... C'est encore plus dur, c'est du physique. Les deux vont de pair, si tu veux. Plus ton réseau... Oui, tout à fait. Bah, bien sûr. Tous les spectateurs connaissent l'histoire, je pense, sur l'effet réseau. Maintenant, la puissance du réseau, elle vient aussi du nombre d'utilisateurs, si tu veux. Bien sûr. Et je pense que là-dessus, il n'avait probablement pas de moyens suffisants. Et puis ensuite, il y a l'exécution, c'est pas neuf. Et je regardais récemment Glassdoor, qui est une application où on peut noter les employeurs. Les problèmes ne sont pas nouveaux. Hein. Enfin, déjà, il y a 2 ans, en fait, il y avait des messages un peu alarmistes sur l'exécution. Donc, sur Sigfox, tu veux dire ? Sur Sigfox, oui. C'est une occasion manquée. Ah bah, enfin, on peut en dire un mot, parce que je le connais très très bien. Ludovic a le défaut de tous les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il est insupportable. Génial et insupportable. Enfin, je crois que c'est... Voilà. Et effectivement, quand les choses se tendent et commence à déraper, ça doit être très très compliqué de travailler avec ces gens-là. On dit ça aussi chez Amazon, chez Tesla, mais ça marche quand même. Donc, oui, bah voilà. Avec des patrons insupportables, bien sûr, mais qui ont quand même un succès. Mais souviens-toi, mais le point de bascule, à un moment, tu as un point de bascule. Bien sûr. Souviens-toi d'Elon Musk, cette interview surréaliste au New York Times, voilà, où il dit qu'il est sous antidépresseur en permanence, etc. Bon, voilà. Et puis à un moment, paf, tu as le point de bascule, c'est bon, tu as gagné. Non, on a l'impression que les facteurs financiers, et puis en effet de mise en œuvre concrète sont plus déterminants. C'est ce que je voulais dire, que la personnalité du patron. Oui, mais Stéphane, non, mais c'est sur le réseau. Vas-y. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur les investissements nécessaires pour déployer le réseau, pour être adopté, etc. Je pense que c'est aussi une entreprise qui a une culture très télécom, en fait. Très portée sur le déploiement du réseau, etc. Et je pense que les règles du jeu ont un peu changé, que si tu n'es pas au contact des utilisateurs et que tu n'as pas une communauté d'utilisateurs démente, en fait, tu réussiras pas. C'est l'histoire qu'on a eue ces 30 dernières années en France avec des boîtes qui étaient des boîtes d'ingénieurs très focalisées sur le réseau et qui ne pensaient pas assez utilisateur final. Et c'est ce qui s'est un peu passé avec Sigfox. Je sais pas. Ça, je ne sais pas où est-ce que ça a Non, mais là où c'est super... Pardon, je juge très très vite. C'est que tu as parfaitement raison de mettre ce sujet devant parce que quelque part, c'était le poste avancé de nos fameuses licornes. Donc à un moment, il faut monter à l'échelle. Voilà, c'est tout. Voilà. Il faut monter à l'échelle et c'est là que ça va se jouer. Rien n'est gagné quand tu vaux 1 milliard, en fait. Rien. Oui, c'est toujours le même sujet du passage de la French Tech à la French Fab, c'est-à-dire à un moment donné... Ou à la World Tech. À un moment donné, ce changement d'échelle... mais j'insiste, toute l'économie de la tech est fondée sur la capacité, pardon d'être redondant et de reboucler, sur la capacité à un moment donné d'attirer, de fédérer, de fidéliser des utilisateurs. Ce sont eux qui font vivre, rendent performative la technologie. Oui, mais là, c'est du B2B, Sigfox, hein, on est d'accord. Pareil, le même sujet utilisateur avec du B2B, le même sujet, la même problématique. Et c'est vrai que de ne pas penser en termes d'application, c'est déjà faire avancer cette boîte avec un boulet.
Et à propos de Quant, on est sur le même sujet. Tu sais, c'est penser utilisateur, se mettre à la place de l'utilisateur et trouver une application, mon Dieu. Là, ils l'ont fait. Là. Alors là, tu peux pas leur reprocher. On peut leur reprocher énormément de choses. Tu sais, mais ils ont construit leur truc sur l'utilisateur, Quant. Celui qui ne contrôle pas vos données. Tu sais, Quant est installé par défaut sur tous les postes de travail dans l'administration c'est pas aujourd'hui. Ça n'a jamais été user-friendly. Et il y a une petite blague qui circule dans l'administration. C'est quoi la première requête qui est passée sur Quant ? Google. Voilà. C'est l'ordre de la Chrome. Mais... Chrome. Non, c'est pas. Vas-y, François. C'est très intéressant, Quant, sur le prérequis de la vertu des gens. On considère que les gens aspirent à la vertu et donc pour préserver, alors intérêt personnel aussi, pour préserver leurs données personnelles, ils vont privilégier Quant. Alors Quant était militant. Oui, Quant est militant. Bien sûr, alors, militant, j'ai trouvé des chiffres pour le plaisir de vas-y. notre rencontre formidable. C'est un sondage réalisé aux États-Unis qui a été publié dans le Washington Post il y a quelques mois. Est-ce que vous faites confiance à un certain nombre d'opérateurs pour bien gérer vos données personnelles, pour être respectueux de la vie privée, etc., etc. Amazon, oui, 53%. On est aux États-Unis. Amazon, oui, 53%. Google, 48%. Encore mieux, TikTok. 12% des Américains font confiance à TikTok pour bien gérer et être les données personnelles et être respectueux de la vie privée. Voilà. Et Facebook, 20%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quand même des structures qui fonctionnent quand même pas mal, bien que elles soient considérées comme peu vertueuses en termes d'utilisation des données personnelles. Donc c'est très intéressant parce que la vertu, au fond, Quant, c'est quand même construit en effet avec le service public, l'idée d'avoir quand même un opérateur français voire européen dans le respect des données personnelles et tout ça est formidable, c'est pas la question. Voilà. Sauf que, est-ce que c'est l'élément déterminant du succès d'une aventure ? C'est pas évident. Et comme disait Macron, aux États-Unis, ils ont les GAFA, en France, on a le RGPD. Stéphane Soumier reste sans voix. Non, parce que je pensais à... alors, mais on fait que de la citation, là, mais je pensais à ce que disait Eric Schmidt, tu sais, le fameux « Don't be evil ». C'est-à-dire, évidemment, moi, je suis un citoyen paisible, tranquille, mais TikTok peut... Enfin, en l'occurrence, TikTok, je ne connais pas, mais Google peut faire ce qu'il veut de mes données personnelles, j'ai aucun problème. Bien sûr. Et au contraire, ça me facilite la vie. Et à la limite... Donc, vas-y, Google. Alors, si tu peux me donner un peu de sous, bon, mais en même temps, j'ai assez peu de... Mais voilà, je fais du bricolage, je fais des recherches en bricolage, je suis content de voir apparaître des tournevis ou des perceuses partout. Exactement. En utilisant mes données personnelles. Alors, exactement. Quant, certes, respecte mes données personnelles, mais je ne vois pas apparaître tous ces tournevis et ces perceuses magnifiques. Exactement. Ceux qui nous font l'honneur de regarder cette émission régulièrement, je tiens une chronique de l'achat d'un vélo électrique. Il se trouve que j'en suis au stade de l'assurance pour le vélo électrique. C'est quand même, faut y passer un petit moment. Enfin bref, parce que tu as quand même des compagnies d'assurance, je dis ça, pardon, tu as quand même des compagnies d'assurance qui te vendent une assurance pour laquelle tu vas payer 12 € par mois. Je ne sais pas si je vais la citer à la fin de mon anecdote. Qui en fait... ne t'assure que si ton vélo est volé dans un local privatif fermé à clé. C'est ça. T'es content. T'es content. T'es content. T'es content. Non, je vais pas la citer. C'est mutualiste, tu sais. Ouais. Puis après, ils donnent des leçons à tout le monde, tu sais. Et voilà, on n'a pas d'actionnaire, nous, on fait pas de profit sur le dos du client. Non. En réalité, ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement compliqué cette histoire d'assurance de vélo qu'effectivement, tu es très content une fois que tu as fait une première démarche et que tu n'as pas été au bout, pim, de voir arriver énormément de propositions où tu trouves ton bonheur. Mais c'est un sujet fondamental, je crois, parce que les questions éthiques progressent. Il y a le beau livre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, de David Tesmar et Augustin Landier qui vient de sortir sur le prix de nos valeurs. Augustin était avec nous la semaine dernière. Très bien, voilà. Et c'est un livre dont la réflexion est extrêmement féconde sur la manière dont on transpose nos valeurs, nos aspirations, notre éthique en réalité sonnante et trébuchante, financière, etc. Bon, là, on est un peu sur... Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même un substrat qui est commun, c'est-à-dire que le développement d'un moteur de recherche comme Quant, si l'éthique prend l'eau, après tout, pourquoi pas ? La seule sujet, au fond, qui est un élément bloquant, c'est un préjudice qui met directement, qui se retourne contre moi. Voilà, c'est ça. Si, sur Quant, je parle de ma maîtresse et que si la Terre entière connaît le nom de ma maîtresse, ça m'embête. Ouais, voilà. C'est-à-dire que là, je trouve un préjudice direct qui me concerne. Mais sinon, tant que l'utilisation de mes données personnelles ne se retourne pas contre moi, c'est-à-dire tant que ça ne me porte pas préjudice. Mais est-ce qu'il n'est pas... Enfin, parce que il y a la question de l'argent public. Non, mais il y a la question de l'argent public là-dedans. Moi, j'ai toujours trouvé parfaitement légitime, alors pour le coup, le soutien public à Quant.
parfaitement légitime. Si on considère que c'est un enjeu de souveraineté, et visiblement beaucoup de gens considèrent que c'est un enjeu de souveraineté, effectivement, je ne vois pas pourquoi, je trouve ça bien plus intelligent de soutenir Quant que de bloquer les prix de l'électricité. Stéphane, tu as absolument raison. À la limite près de ce qu'on vient de se dire, et que je reformulerai, si tu le permets, avec plaisir, en disant simplement, si tu n'as pas l'utilisateur au bout, militant, et la consommation militante n'existe que si à un moment donné, elle a un retour pour toi de façon très égoïste. C'est-à-dire tu es capable de consommer de façon politique, de façon éthique, que si ça te rend aussi en retour à un moment donné un service individuel, eh bien cet argent-là, l'argent public, il est investi à fond perdu. Il est investi à fond perdu. Non, parce que là aussi, on aurait pu espérer qu'ils trouvent justement, voilà, alors moi je l'ai, j'avoue, jamais utilisé, mais qu'ils trouvent le bon équilibre. Le bon équilibre, enfin que ce soit facile à utiliser, agréable, avec des requêtes pertinentes, que ça marche, quoi. En termes de com, souviens-toi, et on reboucle dans notre débat, en termes de com, Quant a été vendu exactement dans le registre que l'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, soyez français, vos données seront protégées, on invitait les gens à faire un acte militant. Sauf qu'une fois alors qu'on aurait dû le vendre comme absolument, une fois que tu es dans l'expérience, tu t'aperçois que, certes, tu es en train de faire un acte militant, mais que toi, en tant que consommateur, ça ne ramène rien, comparé à Google et comparé à d'autres expériences que tu peux avoir sur Internet. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où tous ces projets, j'allais dire, de promesses militantes à des consommateurs, sont voués systématiquement à l'échec. Je vais plus loin encore. Consommer bleu, blanc, rouge, ça n'a jamais marché. Alors tu liras Tosmar et Landier. À part la bouffe. Tu liras Tosmar et Landier. À part la bouffe, le Made in France sur une grande palette de catégories de produits, mais les gens n'en ont rien à foutre. Mais ça fait beaucoup. Là, tu fais un jugement à l'emporte-pièce que j'aurais peut-être fait avant d'avoir lu Tesmar et Landier. Et en l'occurrence, ils ont fait un gros travail sur la question du Made in France, sur la question très exactement de fausser la concurrence pour préserver la cohésion de la société, puisque c'est bien comme ça que le problème est posé. Et le consommateur est profondément, définitivement, indécrotablement égoïste. François ? Oui, alors pour rebondir sur cet égoïsme, ça fait beaucoup réfléchir sur les conditions dans lesquelles on crée une entreprise et dans lesquelles on investit dans une entreprise. Sur le papier, au lancement de Quant, c'est difficile de leur jeter la pierre. On va dire, il y a Google qui est en situation forte. Alors aujourd'hui, Google est en situation d'hégémonie parfaite. Je crois que 98% des requêtes se font sur Google. Bon, mais pas à ce point-là. Non. Mais quand Google était en situation forte, on peut dire il est légitime d'avoir un moteur de recherche français, européen. On a des citoyens consommateurs qui sont préoccupés par la vertu. Allons-y, il y a une voie royale d'une certaine manière. Bien sûr. Et puis non. Donc sur le papier, on est entrepreneur, on se dit on y va. On est investisseur, on se dit on fonce. On est la puissance publique, on se dit on fonce. Qui est blâmable dans cette affaire-là? Sauf que, en effet, ça fonctionne pas. Vision sans exécution n'est qu'hallucination. Non, mais c'est un très bon résumé. De qui est cette situation? Écoute, j'en sais rien. Peut-être. Non. Parce que c'est un très bon résumé. On me l'a envoyé quand j'ai lancé. Il n'y a qu'en faisant qu'on se rend compte que il y a ça, et il y a l'autre adage, c'est TTPIM, ta trésorerie est plus importante que ta mère. C'est plus violent. J'aime beaucoup aussi. Elle est plus. Mais j'aime beaucoup. Elle est plus Kaira, celle-là. Ah ouais, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, les deux adages d'entrepreneurs. Orpea. Ouais. Alors vas-y, dis-moi un peu, communication de crise. Ils ont eu tout faux du début à la fin? D'abord, pour commencer, et j'élargis le cercle, toute la profession a eu tout faux. C'est-à-dire que ça fait quand même peut-être même des décennies que l'on sait que le secteur des maisons de retraite est victime en termes d'image d'une caricature, d'une symbolique, qui est la symbolique du mouroir, la symbolique d'une dérive, d'une certaine manière, du soin vers un soin qui doit être rentable. Et la profession n'a absolument rien fait. Alors après, c'est Orpea qui se fait épingler, mais honnêtement, il y a d'autres opérateurs qui pourraient être à la même enseigne. Il se trouve que notre ami Castanet a travaillé sur
cette maison de retraite à Neuilly-sur-Seine et qu'il a mené son enquête, je suis assez convaincu peut-être qu'on ne trouvera pas les mêmes dérives marquées ou aussi flagrantes, mais que grosso modo, l'ensemble du secteur, dès lors qu'il est dans des problématiques un peu d'industrialisation de l'offre, se retrouve dans à peu près des situations comparables. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous sommes face à un secteur, et c'est comme ça que je l'ai déjà fait sur ton plateau, Stéphane, c'est comme ça que j'explique les crises, se crée un contexte d'opinion, année après année, autour d'une profession, autour d'un secteur, autour d'un type de produit, autour d'une industrie, peu importe, autour de laquelle ou desquelles se cristallisent des caricatures. Tout ça se fait à bas bruit. C'est comme une pièce qui se remplit de gaz, et puis il y a un événement. Quelque chose qui va servir de détonateur, d'étincelle dans cette pièce remplie de gaz, et ça explose. Et c'est le moment de la crise. C'est exactement ce qui s'est passé pour le secteur des maisons de retraite avec cette affaire Orpea. L'étincelle est un livre, enquête, publié par un journaliste, mais évidemment que, j'allais dire, cette histoire d'Orpea va rejaillir sur l'ensemble de la profession. C'est-à-dire, ce que tu nous dis, c'est que le secteur était déjà condamné, et que c'est pour ça, en fait, que personne ne traite ça comme un épiphénomène dans cette maison de retraite de Neuilly particulièrement. Toi et moi, on a échangé de longues heures sur l'affaire Kerviel. Qu'est-ce que l'affaire Kerviel, si ce n'est ni plus ni moins que l'étincelle qui fait exploser une sorte de cavalerie de tout le secteur bancaire au cours des années 2000 et qui va les conduire au crack de 2008. Qu'est-ce qui va symboliser, qu'est-ce qui va cristalliser tout ce rejet de beaucoup de sociétés, pas simplement la société française, société américaine, etc., etc., à un moment donné, c'est l'affaire Kerviel. Tu veux que j'aille un peu plus loin ? Qu'est-ce qui est le vrai point de bascule de MeToo et du mouvement des femmes ? C'est l'affaire Strauss-Kahn au Sofitel de New York. C'est ça qui, à un moment donné, va faire basculer dans les esprits, dans l'opinion publique, l'idée selon laquelle des hommes, qui plus est, qui ont du pouvoir, se mettent à faire n'importe quoi à l'égard des femmes. Non, mais c'est intéressant, très intéressant. C'est juste, c'est une question d'acceptabilité, de tolérance ou d'intolérance de la société. Voilà. C'est comme cette célèbre métaphore qui passionne les opiniologues, qui est la métaphore de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de la grenouille. Donc si vous jetez une grenouille dans l'eau très chaude, la grenouille immédiatement sort de l'eau très chaude. En revanche, si vous mettez une grenouille dans un bain d'eau froide et progressivement la température de l'eau augmente, on arrive au même résultat. Mais progressivement, on se dit, tiens, finalement, tout va bien. La température de l'eau augmente et la grenouille supporte l'eau de plus en plus chaude. Sauf qu'il y a un moment où la grenouille se met à hurler et s'enfuit en courant. Donc la crise arrive quand même. Et c'est un peu, je pense que cette métaphore est très heureuse. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé là avec Orpea. Mais moi, je pensais qu'elle mourrait, la grenouille. Oui, alors justement, qu'elle sortait pas de l'eau. Oui, c'était ça le problème. Le résultat, même ça finit mal. L'histoire finit mal. Mais c'est qu'elle y passait, je crois, la grenouille. Ensuite, deuxième point, en effet, alors il y a eu 3 temps dans la communication d'Orpea. Le premier temps, le premier communiqué de presse était en effet un peu sidérant, puisqu'il s'agissait de dire en gros, on passe entre les gouttes. On n'a pas vu le livre. Ne vous inquiétez pas, chez Orpea, tout va bien. C'est tout ça sur leur site. Si ça vous absolument. Ensuite, les 2 autres communiqués de presse ont été beaucoup plus prenons au sérieux tout ce qui se passe, en faisant appel à des cabinets indépendants, etc. etc. Donc, mais la démarche initiale était quand même un peu déroutante. Et puis, troisièmement, et ça me semble cette question des EHPAD et des maisons de retraite est un sujet extrêmement délicat. C'est-à-dire qu'au fond, en effet, on sait tout ça. On y meurt, quand même. Donc c'est un peu non, on y meurt, et plus que ça, je trouve qu'il y a aussi une. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais quasiment une forme de responsable. On y meurt et surtout on n'y va pas. C'est-à-dire que les familles, c'est un sujet que je connais un petit peu, on a des personnes âgées qui sont dans la solitude. C'est-à-dire que leurs proches, leurs familles vont de moins en moins les voir. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes dépendant, et moins l'entourage est là. Voilà. Et je me dis, s'il y avait... Alors, il ne s'agit pas d'exonérer Orpea, etc., ou tout, parce qu'ici, il y a des dévoiements, il faut les signaler, etc. Mais par ailleurs, si... la société, les gens, les familles, les amis, etc., étaient beaucoup plus présents dans ce domaine. C'est juste, bien sûr. Bien sûr, ces dérives ne sont ça se voit. Là, on parle de choses, on parle de dérives. D'ailleurs, c'est une des lignes de défense d'Orpea. C'est une des lignes de défense d'Orpea que de dire nous étions à disposition et nous sommes à disposition et nous avons les dispositifs pour que les familles puissent nous alerter de dérives qu'elles constateraient. En creux, ça renvoie exactement à ce que tu dis. C'est qu'au fond, les familles venant peu, les dérives... on les voit moins.
Après, c'est un secteur qui a été financiarisé il y a quoi ? Il y a 15 ans. Enfin, les fonds d'investissement, les fonds de private equity. Un peu plus. C'est un peu plus. Un peu plus, oui. Je pense qu'il y a aussi une dérive qui est liée à la financiarisation du secteur. Et puis, non, Mathieu, tu peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est quand même de l'hôtellerie, quoi. Il n'y a aucune raison que ce soit public. Donc c'est pas parce que c'est privé que ça doit forcément dériver. Justement, laisse-moi terminer là-dessus. Je t'en prie. Il y a une belle chose, il y a un acronyme qui est apparu et on fait beaucoup de communication là-dessus, c'est le RSE ou l'ESG. Dans le monde anglo-saxon. Donc dans l'ESG, il y a l'environnement, il y a le social et la gouvernance. Ton décor est vert. Donc on fait beaucoup de greenwashing en ce moment. Mais derrière Orpea, il y a quand même cette question, mais qui regarde l'extra-financier dans cette boîte ? Il va y avoir une question. Et qui est responsable là-dessus ? Moi, tu sais, je pense aux agences de notation, quand même. Et elles ont une responsabilité lourde. Elles viennent d'où, les informations qu'ils captent pour donner cette fameuse note RSE ? Donc je pense qu'il y a aussi cette question à poser. Très importante. Très importante sur le pilotage extra-financier qu'on a tendance à reléguer sur le métier des asset managers. C'est très technique, très financier, etc. Mais là, on a vraiment un cas concret, c'est que vont faire les institutionnels, les asset managers suite à l'affaire Orpea. Ils ont été les premiers à sortir, déjà. Ils sont sortis, on l'a raconté hier, on y reviendra demain. Ils sont sortis massivement dès l'après-midi de la publication par Le Monde des bonnes feuilles de ce journal. Mais effectivement, et en plus, Orpea était particulièrement bien noté, visiblement, dans beaucoup de ces indices ESG. Donc, d'où viennent les informations ? Comment sont-elles contrôlées ? C'est une question, tu as raison, Mathieu, qui va être fondamentale, pas seulement pour ce secteur-là, mais pour les autres. Ensuite, en effet, 2 points de vigilance. C'est vrai que on voit apparaître dès aujourd'hui l'idée selon laquelle, évidemment, c'est le privé qui s'en occupe, donc il y a un problème. Et d'où les appels à intervention des conseillers départementaux, des ARS, du ministère de la Santé, etc. Bon, ce qui est quand même un sujet, on a quand même des cliniques privées par ailleurs qui fonctionnent extrêmement bien, dans le respect de la santé des malades, et qui font le maximum, et les choses se passent très bien. Donc, en effet, il y a un risque de considérer qu'une gestion privée conduit inéluctablement à ce genre de choses. Et le deuxième sujet qui est quand même très frappant, ce sujet me passionne, mais si vous avez le loisir de lire les rapports d'activité d'Orpea de ces dernières années, tout est centré, pendant une quinzaine de pages, sur l'humain, la place prépondérante des résidents qui sont accueillis avec soin, etc., etc. Donc il y a un sujet aussi sur la part de la communication institutionnelle et puis une réalité qui peut être manifestement parfois en décalage. Oui, mais et donc ça ne peut pas non plus jeter la pierre. Voilà. Ce que nous a dit Jean-Christophe, très précieux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas soucié de la réalité. Exactement. Le gaz était là. Voilà. C'était déjà sous pression, quoi. Oui, et puis... Bon, on est au bout, on a fini, les enfants. Bon, bien, tant pis. C'était formidable. On se retrouve demain. Mais oui, demain. On se retrouve demain. Mais on reprendra notre discussion autour de l'ESG, justement, autour des notations avec Orpea. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on raconte sur les fonds d'investissement qui, ça y est, sont en train de massivement et hors bilan financer le charbon. Parce que justement, l'ESG ne le fait plus. Tout ça est très intéressant. À demain, les amis.